Une première question assez générique et générale. D'où vous est venue l'idée de faire ce film conte, parcours initiatique, fantastique, enfin il y a beaucoup de choses dedans et très contemplatif. L'idée m'est venue, comme toutes les idées, je ne sais pas d'où. Mais voilà, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un rapport à la montagne très fort. Je voulais être, quand j'étais adolescent, je voulais être cinéaste et guide de montagne. Je ne suis que cinéaste, mais j'aime toujours la montagne. Et depuis très longtemps, j'avais l'idée comme ça d'un personnage qui est en montagne, qui veut pas redescendre. C'était une idée que j'avais il y a 20 ans, qui s'est pas fait sous cette forme à l'époque, et puis que j'ai reprise il y a 3 ans. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, riche de ce qu'est le monde, de ce que je suis devenu, et voilà, et un peu, je suis retourné à la montagne, un peu comme le personnage y est retourné pour, non pas en conquérant, mais en découvrant. Il y a un appel, il y a une obsession, il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'intime. J'ai pensé, alors, le rapprochement est facile, mais je suis très fan. D'ailleurs, la photo qu'on voit là me fait penser à Taniguchi et au sommet des dieux, parce que bon, là, on est dans la rivalité entre deux alpinistes, mais au-delà de la compétition des plus hauts sommets, il y a quand même cette obsession de la montagne, des sommets. Il y a un appel, et on sent ça dans le film. Oui, il y a un appel, il y a quelque chose de magique. Bah, d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose de magique dans le film. Après, pour moi, la montagne, c'est aussi comment dire, on sent qu'il cherche autre chose que les sommets ou que l'exploit. D'ailleurs, c'est parce qu'il voit, c'est avant tout pour moi un personnage qui apprend à se redécouvrir, à voir le monde autrement, à changer son rapport au temps aussi. La question du temps, je l'avais dit maladroitement en introduction, mais c'est quelqu'un qui se réapproprie son temps et qui fait des choix sur là où il a envie de vivre ou pas. Et la montagne, c'est quelque chose de mystérieux. Et puis là, de même, il sait pas pourquoi il fait ça, mais il sent qu'il doit changer d'espace. Et en tout cas, il n'est pas conquérant. Il fait pas. À la fin, il fait un peu des exploits, mais c'est parce qu'il cherche à retrouver cette forme de vie qu'il a croisée, en même temps qu'il cherche à disparaître aussi, peut-être à fuir à jamais cette civilisation. Voilà. Donc en creux, dans le film, il y a un peu ce monde qu'on a parfois tous envie de quitter. Mais moi, je voulais pas faire un film qui dit, voilà, dans la société, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est mal, ça. Je voulais que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas fait un marginal. Le personnage, il a l'air plutôt normal, il a un métier, il a une belle cuisine, il a des collègues. Et ça, c'est pour renforcer le côté appel dont tu parles, pour montrer que vraiment, il y a tout qui a l'air d'aller bien, mais peut-être pas tant que ça, vu qu'il doit faire ce chemin, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est assez subtil. On n'est pas dans les règles de scénario avec le déclencheur. Ça arrive simplement à un moment donné. J'aime beaucoup ce plan où il est avec son robot qui fait un truc quand même très absurde. Qui prend un truc à droite et qui le pose à gauche, avec tous ces gens qui sont absorbés, je sais pas, en tout cas un peu aliénés par cette scène. Et puis ce moment où il regarde la montagne, on se dit tiens, il se passe un truc magique. Et puis voilà, c'est suffisant. Là où d'habitude, l'accident, ils font un truc, ils font un déclencheur dans les structures de scénario. Là, c'est vraiment très simple, très subtil. Bah il était presque mûr pour ça, en fait. Pour moi, c'est un appel, il sait pas trop, puis c'est pas un plan spectaculaire de la montagne, on voit plus beau après. Voilà, avec les toits. Et c'est aussi un plan emblématique de ce dont je parlais tout à l'heure, du rapport, voilà, entre la société, l'humain, la civilisation, ce qu'on appelle la nature, enfin, avec plein de guillemets, le vivant. Et voilà, c'est pas la belle montagne, c'est juste la montagne avec des toits, on voit une cheminée, et puis le soir, il y a cette biche qui commence il se met à voir des choses qu'on ne voit pas, ou qu'on ne sait plus voir, qu'on ne voit plus. Et il a envie, la question du regard est forte dans le film, il voit la montagne, il voit la biche. Puis le matin, au petit déjeuner, on sent qu'il a un peu envie de rester. Puis il voit une tente dans la neige, il va acheter une tente. Puis après, il voit des alpinistes. Enfin, il se permet à son âge de suivre son désir, de suivre un fil comme ça. Voilà. Il y a cette scène de la cafétéria qui est amusante parce qu'il a
une immense fenêtre avec l'immensité de la montagne derrière lui, et il regarde ces petits cadres qui figurent aussi la montagne. Alors ça montre bien le monde un petit peu absurde et parfois paradoxal dans lequel on vit. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires dans la salle? Parce que moi, je suis bien là, donc on peut continuer de papoter. En tout cas, merci d'être restés aussi nombreux. Peut-être une question à Julie qui a produit le film. C'est un film de peu de mots. Comment est-ce qu'il vous a pitché le film? À quoi ressemblait le scénario? Combien de pages avait-il? C'est une aventure aussi que d'aller produire un film comme ça. C'est une proposition singulière. Oui, absolument. Tout le film est une aventure. Le scénario était une aventure, le tournage était une aventure, tout. Je suis la sœur de Thomas, on est frères et sœurs, donc on se connaît assez bien. J'ai toujours su qu'il avait envie de faire un film sur la montagne, et c'était là, maintenant. Et voilà, et je crois que il faut faire confiance et que moi enfin voilà, Thomas, il a fait beaucoup de montagnes quand il était adolescent, adulte, tout ça, et il connaît bien. Et oui, c'est pas évident de produire ça, mais il faut avoir envie, faire confiance. Et à ceux qui savent, et Thomas, il savait. Et puis ensemble, bon, on s'est assis autour d'une table, enfin avec le scénario, enfin une fois que le scénario était écrit, puis on a réfléchi à comment on allait faire, avec qui, avec des guides, et c'était une aventure parce que c'est une équipe absolument formidable. Il y a notre chef opérateur Alexis qui nous a rejoint même là ce soir, qui est dans la salle, qui est venu, qui continue à participer à l'aventure. Après le scénario, je saurais plus dire combien il faisait de pages. En tout cas, le film est fidèle, on va dire, au scénario. Moi, ce que je peux dire, c'est que la montagne, ça offre aussi des choses qui sont pas prévues, beaucoup d'imprévus, et que le film, il s'est nourri aussi de tout ça. Et qu'il faut accepter. Et ce que je crois, après je vais passer la parole à Thomas qui dira, mais le plus important que Thomas avait dit, et à toute l'équipe, c'est on va rien décider, il faut écouter la montagne, et la montagne va nous accueillir, ou pas. Mais on avait décidé d'être accueillis, donc peut-être que ça a aidé, et que on va apprendre et on va avancer. Et c'est vrai que le film, voilà, il y a des aléas de météo qui empêchent de tourner. Il y a l'altitude, le manque d'oxygène. C'est fatigant, il faut pouvoir résister, il faut peu de repos, puis tout d'un coup il fait beau pendant 4 jours, donc il faut partir pendant 4 jours et pas se reposer. Enfin voilà, c'est ça qui est une aventure, mais je pense que c'est ça qui est aussi fidèle à ce qui est vraiment, enfin, la montagne. Oui, non, mais tu l'as bien dit. En tout cas, on s'était dit, voilà, beaucoup de films de montagne, je ne vais pas critiquer les autres, c'est des grosses équipes et on attend qu'il fasse beau. Et moi, je voulais pas qu'il fasse beau. Je voulais que le spectateur, comme le personnage, ressente ce qu'est la montagne. C'est-à-dire que même on est un peu perdu dans le temps parce qu'on est perdu en météo. C'est-à-dire que on a tourné mai, juin, juillet, mais en juillet, on est en t-shirt en bas, et puis à 3008, il fait -12, et la nuit, il neige sur le décor. Et voilà, et moi, j'espérais, avec notre dispositif de tournage, à savoir une équipe très, très, très réduite, que le film allait traverser, donc le spectateur aussi, voilà, de la tempête, de la neige, du brouillard, de la pluie, du vent, du froid. Et parce que voilà, la montagne, je voulais en tout cas que la montagne ne soit pas qu'un décor, que le décor d'aventure humaine, qu'elle soit vivante. Et en plus, dans le scénario, voilà, elle est autre chose qu'un simple décor. Elle est même vivante. Elle abrite quelque chose d'inédit, à redécouvrir. Et puis elle dialogue avec le personnage aussi. Enfin, voilà. Donc on était très en explorateur et non pas, comme je l'ai dit, en conquérant, aller essayer de dompter la montagne pour obtenir ce qu'on voulait. Donc il y a beaucoup d'improvisation aussi, beaucoup d'adaptation. On continue ou vous avez des questions? Ah, monsieur, un micro arrive jusqu'à vous. Quand vous parlez de conquête et d'exploration, ça me fait penser aux discussions que j'ai avec Jean-Pierre Bibring, qui est juste là. Quand je lui parle de conquête spatiale, il me dit il n'y a rien à conquérir, c'est de l'exploration. Donc c'est la même chose à peu près que vous dites pour la montagne. Monsieur. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci. Julie, Thomas.
Enchanté. Merci pour ce conte. Alors j'ai deux questions dans le désordre. Comment s'est fait le choix de Louise Bourgoin? Et deuxième question, comment dans l'écriture de scénario, à quel moment est arrivée l'idée de ces créatures rougeoyantes, etc. Comment ça vous est venu dans le processus? Alors, Louise, moi, j'écris pas pour des acteurs, j'écris ce que je chante, et puis à un moment, je me pose la question. Puis dès que le scénario a été fini, Julie m'a dit, mais des fois que on le fasse bientôt, le film, faudrait peut-être réfléchir. Voilà, mais je pensais comme ça à des actrices, et j'ai pensé à Louise Bourgoin, à savoir pourquoi. Donc on lui en fait, et personne d'autre. Donc on l'a fait lire le scénario, elle a beaucoup aimé. Chose rare, elle m'a appelé le lendemain de sa lecture, donc j'étais très fier, parce que parfois c'est plusieurs mois pour avoir une réponse négative. Mais et elle a super joué le jeu, elle connaissait pas la montagne, elle a jamais fait de ski de sa vie, elle avait jamais marché dans la neige. Et alors j'espère que ça, et je trouve qu'on y croit vachement. Et je la trouve, et personnellement, je la trouve super dans le film. Elle apporte quelque chose de très concret, très terrien, de très immédiat. Et on sent après dans l'écriture, alors c'est du hors-champ, c'est du non-dit aussi. Elle a un rapport à la montagne, elle a peut-être un passif. Voilà, j'espère que moi j'écris des films de sorte à ce que le spectateur se raconte aussi beaucoup de choses. Alors pas tout et n'importe quoi, mais moi, j'aime bien les films, en tout cas, pour que vous puissiez voilà, vous dire « Ah, mais peut-être qu'elle a perdu son mari, peut-être qu'elle a renoncé, mais en même temps, elle ne renonce pas vraiment parce que son métier est à 3008 dans ce restaurant. » Enfin, voilà. Donc, moi, voilà, je remercie Louise. Elle n'est pas là ce soir, mais, parce qu'elle est en tournage, mais voilà, d'avoir participé de la sorte à cette aventure. Et très vite, sinon, pour les petites bébêtes ou les lueurs, moi, dans le scénario, on les appelait les lueurs. Après, elles ont toutes sortes de surnoms. Je savais qu'il y aurait cette dimension fantastique, que je voulais que Pierre rencontre l'autre, le vivant, une forme un peu primitive, originelle de vie, quelque chose qu'on voit à cause de l'effondrement des montagnes, soit qu'on n'a pas su voir, quelque chose que nos modes de vie fait qu'on voilà, on n'est plus capable de voir ou d'identifier. Et puis Pierre, il trouve refuge en montagne, et ce refuge lui-même s'écroule. Donc ça le rend encore plus perdu qu'il ne l'était. Et puis, comme Léa refuse la balade, il n'y a plus grand-chose qui le retient. Et donc il va les suivre, jusqu'à presque disparaître, si ce n'était l'amour. Mais voilà, en tout cas, pour moi, très vite, j'ai eu des images de cette rencontre, de ces formes. C'est venu très vite dans l'écriture. D'autres questions? Oui, au premier rang. Juste une question à Julie. Je lisais, alors le cinéma est en crise, mais bon, la crise est partout. Non, je lisais l'article ce matin dans Libé qui était intéressant justement sur l'uniformisation de la création. On parle plus de film, on parle de contenu. Et oui, ça fait mal au cœur. Hein. Et en même temps, là, c'est une vraie proposition d'auteur. Comme quoi on arrive encore à financer des films d'auteur. Et non, comme quoi les gens viennent les voir, ces films-là. Moi, oui. Excusez-moi, je suis super émue de voir qu'une salle aussi grande que celle-là soit remplie, que les gens, la majeure partie des gens restent écouter un débat, en tout cas viennent au cinéma. Merci d'être venus. En tout cas, moi, ça me redonne beaucoup confiance. On n'arrête pas d'entendre les gens, Netflix, les plateformes, les gens vont plus au cinéma, il y a une crise. Oui, eh ben non. Donc, merci beaucoup. Et donc, merci à vous de nous permettre de voir ce cinéma et on essaye justement de faire des propositions de cinéma dans tous les genres, dans ce festival, des films très grand public, des films d'auteur, des documentaires. Et juste, madame, je sais que vous attendez, j'arrive. Au final, on trouve encore des distributeurs, des coproducteurs, des financiers pour accompagner ce genre de film. Parce que Thomas, c'est un artiste, donc il a son idée. Quand vous disiez il faut faire confiance, c'est vrai qu'à un moment donné, en face de vous, en face de nous, on a parfois des gens qui n'ont pas la même grille de lecture.
je suis peut-être la première à faire confiance, mais derrière, il y a d'autres gens qui font confiance. Et là, dans la salle, ce soir aussi, il y a nos distributeurs, le Pacte, qui sont là, qui avaient déjà distribué le premier film. Ouais, on applaudit les distributeurs. Très fort. Ils avaient déjà accompagné le précédent film de Thomas, Vincent Napaneka. Ils étaient même venus le chercher parce que voilà, il y a une curiosité chez eux pour voilà, ils s'intéressent au cinéma, à ce qui se fait. Et après, c'est notre boulot au Pacte et à moi d'aller chercher les autres qui suivent. C'est difficile la production indépendante, là, un film comme ça aussi. Mais on y arrive, c'est peut-être plus long que d'autres films, mais quand on a une croyance, quand on a un scénario qui est fort, quand on a une idée aussi qui est forte, un précédent film qui parle, voilà, ça nous aide aussi. Après, en ce moment, c'est compliqué. Mais enfin, moi, je continue de penser que il y a de la place pour tout le monde et pour tous les cinémas. Dans les salles. Oui, surtout dans les salles. Je pense que ce genre de film et le cinéma en général, c'est une expérience collective. On a besoin de vibrer, de ressentir. Et puis, ce que raconte le film, c'est que quand même, il y a une connexion. Là, la connexion de Pierre avec les éléments. Donc, nous, on est globalement à peu près tous connectés. Donc, je pense que voir ce genre de film à 1000 dans une salle ou tout seul à la maison, on ressent pas les choses de la même façon. Donc, oui, vive l'expérience du cinéma avec ou sans popcorn d'ailleurs, ou sans M&M's. Enfin, voilà. Le popcorn, c'est les lueurs qui font un bruit de popcorn un petit peu. Je sais pas si vous avez. Madame. Déjà, bravo pour ce film extrêmement singulier, cette communion avec la montagne, qui est un univers que pour ma part je connais très bien et qui est remarquable. J'ai deux questions, peut-être un peu particulières, je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'il redescend, déjà? Pourquoi est-ce qu'il reste pas là-haut? Et la deuxième question est, est-ce que vous nous autorisez à voir dans ces créatures une espèce d'allégorie du réchauffement climatique ou pas? Je vais répondre déjà par la dernière question. Moi, je vous autorise à tout. J'interdis rien. Comme j'ai dit, moi, voilà, je fais des films moi, je me raconte quelque chose de très précis. Après, je sais qu'avec peu de dialogue, peu de psychologie, voilà, le personnage, il parle pas, il hésite à parler à l'infirmière. Donc, on n'en sait pas plus que ce que lui vit. Donc, faisant ça, j'accepte que vous vous racontiez des choses. Moi, les allégories, les messages, tout ça, j'y pense pas. Moi, je pense vraiment à mon personnage, à comment je vais faire ça avec du plexiglas, du gel. Voilà, comment on va faire la fabrication, comment on va tourner en montagne. Moi, et puis je pense au récit en tant que cinéaste. Et après, c'est en faisant des rencontres, des débats. J'en ai fait quelques-uns déjà avec ce film, que je comprends un peu de quoi parle le film. Et là, dans les quelques rencontres que j'ai faites, on m'a dit plein de choses. Ah, ben, je suis sûr que vous devez connaître bien la mythologie hébraïque. Je dis non. Ah, mais vous êtes un fan de ce philosophe, je suis sûr, parce que. Je dis non. Alors, ah oui, alors, dans la mythologie africaine, vous savez, il y a vous l'avez pas lu. Bref. Donc, tout ça pour dire que moi, très naïvement, je suis mon fil, je suis mon histoire. Mais on y voit plein de choses. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, on est tous connectés. Il y a quelque chose d'un peu universel. Voilà, je pense qu'on a tous parfois besoin de prendre de la hauteur. Là, ici, littéralement dans le film. Du recul, de changer. On a beaucoup parlé pendant le confinement de l'essentiel et du non-essentiel. Le film a été écrit avant la crise Covid, mais c'est vraiment quelque chose. Le personnage fait cette expérience de se dire, mais en fait, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai plus besoin, de quoi j'ai plus envie. Je reviens voilà. Donc à l'allégorie, oui, moi ces bébêtes, je les imaginais un peu volcaniques. Il se trouve que le granit des Alpes, c'est de la roche volcanique. Et puis l'allégorie, on voit, quand il descend à la mer de glace, voilà, lui il passe devant les panneaux qui racontent le réchauffement et la disparition des glaciers. Et puis, oui, mais ça rejoint l'autre question sur pourquoi il redescend. C'est une question de responsabilité. De même que je me sentais pas de faire un film en montagne qui ne parle pas de ce qui s'y passe, de ce qu'elle est la montagne aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup les vaches Milka, le Toblerone, le Cervin, c'est beaucoup un décor. Mais c'est un décor qui bouge. On a cru pendant des années que la montagne, ouais, ça n'allait pas bouger. Alors déjà, le Mont Blanc, depuis que je l'ai gravi, il a gagné 2 mètres.
ce qui maintenant fait 4810, avec la tectonique des plaques. Mais avec le réchauffement climatique, l'infirmière le dit mieux que moi dans le film, les montagnes s'effondrent. Et c'est une réalité. Et l'aiguille du Midi, il y a des gens qui disent que dans peut-être 5 ou 10 ans, il n'y aura plus de téléphérique, parce que c'est trop dangereux. Et nous, là, on a tourné, tous les jours, on entendait, et même on filmait parfois, des bus, des rochers gros comme des voitures, des frigos, toute la journée qui tombent. Donc, voilà. Et donc, cette dimension s'est greffée aussi au récit, à la crise du personnage. Et il redescend, là, je reviens à la responsabilité. Pour moi, il était hors de question de faire aujourd'hui un film qui raconte que pour vivre heureux, il faut vivre transformé en pierre ou en glace et loin des hommes. C'est dur, on en bave, on a plein de raisons de vouloir faire comme Pierre, d'aller vivre dans une tente même s'il fait un peu froid. Mais moi, je ne voulais pas que le film se termine, même si on me l'a suggéré, quand il disparaît, qu'il fusionne. Certes, c'est très beau tout ça. Mais moi, je me disais, il va faire une expérience, il va aller loin, il va se dépouiller de tout. Mais même si c'est dur, il faut tenter avec les autres. Il faut tenter de vivre quelque chose. Et donc, pour moi, il descend, mais il n'est plus le même. Et c'est ça qui est génial avec le cinéma fantastique, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire boire une bière à la fin du film avec l'héroïne en disant « mais tu vois, j'ai changé, j'ai compris ». Il a juste le bras qui prie et on sent et on voit qu'il ne sera plus le même et que peut-être que, puisque lui a su changer, peut-être qu'il va pouvoir un peu contaminer, dans le bon sens du terme, d'autres et que, voilà, à son échelle, il va dire « j'ai vu ci, j'ai vu ça, attention, on peut vivre… » Enfin, voilà. Donc pour moi, c'était dès le début aussi, je savais qu'il redescendait à la fin. Parce que voilà, je voulais pas raconter, je me répète, que comme dans Into the Wild, une belle expérience, ça se termine par la mort ou le drame. Voilà. Voilà. Merci. Mon côté optimiste. Nous sommes des animaux sociaux. Voilà. Et c'est bien ce que tu racontes dans le film. Il ne faut pas disparaître. Si on veut lutter, il ne faut pas disparaître. Cette question a fait flipper la moitié de la salle. Hein. Ils sont en train de tous partir. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être non. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Alors moi, je fais toujours confiance à la sélection du Festival Atmosphère, donc j'avais même pas regardé ce que ça allait être ce soir. J'ai vraiment adoré parce que le personnage n'essaye pas d'expliquer. À un moment donné, je me suis sentie un peu dans les mêmes sensations que j'ai eues lorsque j'ai vu le film Le Grand Bleu. Et au moment, comme vous l'avez appelé, de la fusion, je me suis dit, oh non, pourvu que ça se termine pas, voilà, ça part comme ça. Et alors, le moment où les personnages, enfin, les bébêtes, voilà, apparaissent, là, vraiment, le film a basculé, donc là, il y a eu un regain quand même. Et puis, après cette fusion, le fait qu'ils reviennent, toujours sans rien expliquer, en fait, jusqu'à la fin, le personnage n'explique rien et ça nous laisse complètement suivre nos émotions, suivre notre propre interprétation, ce qu'on comprend du film ou ce qu'on comprend pas. Enfin, c'est plutôt dans le ressenti, donc voilà, j'ai adoré. Pour revenir plus sur la production, la réalisation, il y a très peu de temps, j'ai rencontré en fait deux jeunes producteurs qui, après s'être lancés, se sont un peu inquiétés de la planète et se sont dit, mais dans la façon dont on réalise, dans la façon dont on produit, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu mieux ? Donc ça va de l'utilisation, eux c'était plutôt dans le fantastique, donc il y avait beaucoup de choses à mettre en place, mais ils m'expliquaient que ça se passait aussi au moment de la réalisation, même du buffet lors du tournage, etc. Et je voulais savoir si vous, au-delà de ce film et dans les autres films, vous faisiez un peu attention à tout ça. Oui. Comment voilà. Déjà, moi je fais attention au quotidien. Et moi je pense pas, il y a des gens qui pensent que pour le cinéma, tout est bon, tout est permis.
Et moi, je fais pas pour faire des films des choses que je ferais pas dans ma vie. Mais après, c'est une industrie, le cinéma, donc ça nécessite des moyens. Après, moi, j'ai presque bonne conscience parce que je fais un film écolo. Donc déjà, au moins, il pollue un peu, on pollue un peu en le faisant, mais au moins, il n'invite pas à la consommation. Et donc, bon, là-dessus, ça va. On était très peu nombreux. On a beaucoup marché, porté le matériel. On a pris quelques fois l'hélicoptère parce que sinon, c'était 8 heures pour y aller, 8 heures pour revenir. Mais on a fait vraiment, et sur ce qu'on mangeait, on n'était que avec des gens locaux. On a pris un maximum de gens de l'équipe, même à Chamonix, tous les figurants, même les seconds rôles, le guide, tout ça. Voilà, vraiment le film s'est fait dans une économie la plus pensée et je pense responsable, parce que il manquerait plus que de faire un film comme ça, tout en se conduisant comme des cochons, je sais pas. Mais donc voilà, je trouve que des films font attention à ça. Bon, après, il se trouve qu'en plus le sujet du film fait attention à ça aussi. La biche que vous avez vue a servi d'ailleurs pour un repas 2 jours après. On a fait un méchoui. Voilà, c'est important. On a même mangé les sabots. Voilà. Vraiment, on n'a rien jeté. Et tout a été mangé, hein. Il y a vraiment rien laissé. Voilà. Je dis ça parce qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle à cette heure-ci, histoire de ne pas créer de traumatisme. J'ai vu au générique qu'il y avait un marionnettiste. C'était pour animer vos bébêtes ou... Oui. Oui. Donc moins d'effets spéciaux C'est finalement. Oui, les lueurs sont pas en 3D. Alors, c'est des marionnettes qu'un marionnettiste et moi avons manipulées et qui ont été après intégrées parce que c'était impossible à amener le dispositif en montagne dans les décors où on était. Donc, on les a tournées après et elles ont été incrustées, mais elles sont... c'est ce qui fait que les gens les aiment bien souvent et plein de gens m'ont passé commande pour en avoir chez eux. Mais... qu'elles ont un côté un peu maladroit, un peu vivant, mais qu'elles sont vraiment faites avec nos petites mains. On était deux manipulateurs. Et il n'y a pas de 3D. Donc on a tourné dans un petit studio de photos, parce qu'il n'y avait pas le problème du son. Et la 3D du film, c'est le corps qui brille. Et sinon, toute l'immersion dans la glace, il y a 0 effet numérique. C'est que des trucages à l'ancienne. Voilà, on a tourné dans une salle des fêtes à Chamonix. On entendait la tondeuse à gazon et puis le cours de piano au-dessus. Et j'étais assez ridicule, j'étais habillé en collant pailleté et suspendu au milieu de blocs de polystyrène. Et on a filmé à travers des morceaux de glace. Et il y a 0 effet, 0 retouche numérique. C'est vraiment un petit peu à l'ancienne pour créer tout ce moment de suspension. Et oui, je suis suspendu dans un harnais. Et je fais semblant d'être... voilà. Comme Tom Cruise, tu fais tes cascades. Voilà. Notre Tom Cruise français est là, il fait du cinéma d'auteur. Il a pris beaucoup sur moi, à vrai dire. Ah non, mais... voilà, parce que ça crâne à Hollywood, mais vas-y, dans la montagne, au-dessus de 3008. Quand même. Quelqu'un d'autre ? Je crois que... Ben voilà, on va conclure cette discussion. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Julie, Thomas ? Merci d'être resté. C'est très beau de faire confiance au festival. Je remercie à nouveau le festival. Non, puis effectivement, demain, il y a un appel aux États généraux du cinéma. Voilà, moi, je suis pas du tout contre les plateformes, ni rien. Enfin, je suis contre rien, vous l'avez bien compris. Mais voilà, je pense qu'on vit là, ce soir, en discutant, même sans discuter. Voilà, d'être dans un grand écran, immergé, surtout sur un film, comme vous l'avez dit, très sensoriel, très sensitif, et d'être entouré de son, de pas avoir... Voilà, je pense que c'est une expérience à privilégier, et je pense qu'il faut que nous, on continue de faire des films un peu fous comme ça, qui peut-être permettent d'aller un peu ailleurs, de partir aussi à l'aventure. Et puis à vous aussi, voilà, de continuer comme vous le faites ce soir, de donner l'exemple et de parler du film qui sortira le 1er février. Si vous avez des amis à qui vous souhaitez une expérience comme ça, un peu singulière. Et voilà.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Merci Thomas, merci Julie. Thomas Salvador, Julie Salvador, La Montagne. Vous le savez, on est une petite équipe de bénévoles. Alors voilà, vous avez un QR code. Il y a un site Allo Asso. Hello Asso, pardon, pas Allo, mais bon, ça marche aussi. Bref, c'est pas grave, vous flashez le QR code. Et si vous voulez nous soutenir, eh bien, soyez les bienvenus. Vous pouvez faire un don. Le moindre don nous sera toujours utile pour réussir à financer ce festival citoyen, et le festival ne fait que commencer, donc on compte sur vous pour nous accompagner jusqu'à dimanche. Le programme est extraordinaire. Merci beaucoup, bonne atmosphère. Merci. Bon festival. Merci.